Bienvenue à mon ciné balado épisode spécial 1000 secrets, 1000 dangers en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut Pat. Alors, un des films québécois, je pense, les plus attendus de l'automne, qui prend d'assaut les écrans. Donc, nouveau film de Falardeau qui est un retour au cinéma québécois parce que je pense au dernier film québécois, c'était Guy Barre s'en va en guerre. En 2015. Avec 10 ans déjà. Après, il a fait quand même des... oui, il est allé aux États-Unis un peu, mais il a fait des séries québécoises, oui, des Framboises, celle sur le lac Mégantic aussi. Oui. La Mégantic. Tragédie de Mégantic. C'est pas dans le lac, là, mais bon. Bref, voilà. Fait que film très attendu, et surtout parce que c'est quoi 1000 secrets, 1000 dangers? C'est dans les plus populaires romans des dernières années. Écrit par Alain Farah, c'est quand même son 3e livre, je pense, de mémoire. 3e roman, peut-être. Ouais. Je pense qu'il a peut-être fait un essai ou quelque chose. En tout cas, bref. Puis qui a gagné le prix, sorti en 2021, a gagné le prix du gouverneur général en 2022. Il est devenu un phénomène. Je pense que c'est dans les records aussi des livres les plus en demande des bibliothèques, là, justement, à cause de cet effet-là. Les listes d'attente interminables et tout. Puis là, la sortie du film, je discutais avec ma belle-mère, puis elle me disait que elle l'a attendu plusieurs mois, là, récemment, là, juste à cause de la venue du film. C'est ça, donner un deuxième souffle à tout ça. Avec raison. C'est quand même un gros roman de genre 500 pages avec beaucoup de folie puis d'aller-retour et tout. Fait que c'était quand même un défi colossal d'adapter ça au cinéma. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est un peu à la Ricardo Troggi, c'est qu'Alain Farah nous conte une étape de sa vie dans laquelle on va pouvoir tous se reconnaître un peu. C'est lors de son mariage et ça va culminer avec toutes les tensions un peu du passé de sa vie de jeune adolescent qui vont venir le rattraper pour voir s'il est prêt à devenir un peu un homme, là, entre guillemets, là, dans le sens un adulte, si on veut, et s'engager dans son mariage. Fait que ça se passe quand au milieu des années 2000? C'est flou. Techniquement, vu qu'il y a à peu près mi-quarantaine, ça devrait se passer il y a 15-20 ans, mais c'est jamais mentionné. Le film est un peu intemporel, c'est pas clair si on est en 2010 ou en 2024. Là, fait que c'est ouvert à ça. Là. En plus, comme au mariage, il loue volontairement des chars d'époque, parce que c'est un classique, une décapotable, une vieille décapotable et des affaires de même. Il y a un peu de cellulaire, même pas particulièrement. Il y a beaucoup de séquences du flashback de l'adolescence, fait que c'est plus des jeunes qui se parlent. Il y a quelques présences de jeux vidéo aussi, de certaines consoles. Alain est un amateur de jeux vidéo lui-même. Et en fait, je comprends que tu me poses la question parce que toi, t'étais au TIFF. J'étais occupé ailleurs. C'est ça, même si le film était présenté au TIFF, t'étais sur d'autres projets. Fait que t'as pas vu le film encore au moment d'enregistrer cet épisode-là. Et donc, t'as pas rencontré l'équipe non plus. Non, j'ai raté cette charmante tâche. Alors, c'est une grosse équipe quand même. Oui, c'est ça, parce que aussi, grosse sortie, le film était présenté à Toronto au TIFF. 2 jours plus tard, il a fait la première... l'ouverture du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Et je les ai rencontrés cette journée-là, donc juste avant la première québécoise du film. J'ai parlé au réalisateur Philippe Falardeau, à Alain Farah, qui est l'auteur original et co-scénariste quand même de l'adaptation, et le Power Trio, les 3 comédiens principaux, Neil Elias qui joue Alain, Rosemary Perrault qui joue Virginie, donc la future mariée, et Hassan Mabouba qui joue le cousin de Alain, donc du personnage d'Alain, qui est cousin comme frère là, dans cette culture libanaise-là où la famille c'est très très proche, là, fait, cousin/frère, qui sont amis depuis l'adolescence, qui est son garçon d'honneur au mariage. Je sais pas encore dans quel ordre, parce que souvent on parle aux équipes avant les comédiens, on parle aux équipes techniques, là, aux réalisateurs et tout avant les comédiens, mais là c'était l'inverse. Fait que je pense que je vais quand même mettre les comédiens avant, parce que peut-être que ça transparaît dans moi mes interactions avec eux de ah oui, ça je vais leur en parler tantôt et tout. Fait que je vais les mettre dans cet ordre-là dans l'entrevue. Très sympathique, ils le disent eux-mêmes, ça arrive pas sur tous les plateaux, mais ils sont restés des amis soudés, une gang qui communique ensemble, alors que Rosemary mentionne que c'est elle qui a le plus d'expérience de tournage de cinéma. Hassan est un humoriste principalement qui fait son entrée. Ça sent son personnage a un bon bagou. C'est le genre de répartie un peu. Le genre de baratineur qui a toujours quelque chose à ajouter. C'est quand même des généralités, mais très libanais dans cette idée-là. Au générique aussi, je n'ai pas rencontré la Mané, il y a des limites, mais il y a Paul Amarani aussi qui joue un dentiste justement d'origine égyptienne qui
le père de Paul Amarani est égyptien, là, fait que c'est pas de l'appropriation culturelle, qui sont très sympathiques. Il y a une vibe à tout ça, on en discutera. Le film prend l'affiche le 19 septembre, on en discutera dans notre épisode du 19, tu vas l'avoir vu d'ici là. Mais il y a un petit côté Ricardo Troggi à tout ça. Pas dans la forme, il n'y a pas de narration et c'est pas le même humour, mais c'est un côté de je vais vous conter une tranche de ma vie. Mm-hmm. Puis je vous jure que vous allez pouvoir vous reconnaître à ça, le côté familial. Ouais, c'est ça, le côté familial, mais c'est pas une comédie de mariage, même si ça se passe beaucoup au mariage, c'est pas mon big fat Greek wedding, là, tu sais. Fait qu'on est plus dans... Il y a beaucoup d'anxiété, mais l'amour des autres, l'amour de soi, de grandir, de pardonner son passé à soi-même, qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. L'eau coule sous les ponts, comme on dit. Fait que film que je recommande chaudement et on en rediscutera le 19. Je suis certain que tu vas apprécier. Je suis certain que c'est un film qui va probablement, non, c'est pas annoncé, le TIFF est pas fini, mais sûrement gagner le meilleur film canadien. Ça serait mon guess. Là. Ouais, moi aussi. Et je pense que dans les prochains prix écran canadiens, même au Iris, c'est vraiment... c'est aussi que c'est très, très bien monté. La finesse de l'écriture par rapport au montage, la manière que on comprend pas, mais qu'on finit par comprendre. C'est pas un film mystérieux tant que tel, mais tu te laisses porter, puis t'es comme, ouais, mais pourquoi il agit comme ça? Puis là, ouais, ça. Pas tout est télégraphié d'avance, comme des fois c'est le cas. Et bien, c'est évidemment, j'en discute avec Philippe et Alain, justement, de cette façon de faire là, puis comment ça s'est présenté à eux, ce défi-là. Alors, donc, voici les entretiens avec l'équipe, et on vous encourage, et surtout moi, depuis que je l'ai vu, à aller voir 1000 secrets, 1000 dangers au cinéma au Québec dès le 19 septembre. On est heureux de recevoir dans le balado le Power Trio, les 3 comédiens vedettes du film, Neil Elias, Hassan Mabouba et Rose-Marie Perrault. Salut gang! Allô! Allô! Êtes-vous brûlés, là? Vous étiez au TIFF il y a genre 2 jours, si je me trompe pas? Ouais, brûlé, je sais pas, je pense qu'on... Sur un nuage? Ouais, sur un rush d'adrénaline où est-ce qu'on a juste beaucoup de plaisir ensemble, fait qu'on se fait... On s'énergise, en fait. C'est ça, on a hâte de se voir. C'est comme hier, hier on était fatigué, mais aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on avait ça aujourd'hui, on s'est... C'est ça, là, en tout cas, moi, je me suis réveillé excité. On est à le lancement, la première du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Puis, c'est parce que vous avez tourné ça, quoi, l'an dernier? À ce moment-là? Un an presque jour pour jour. Jour pour jour. Fait que là, vous voyez plus personne vraiment? Ah non, on se voit... on se texte, on a des conversations de groupe, on a des c'est ça. On a des insides encore plus fréquent actuels. sur tous les projets artistiques ou des fois ça connecte moins? Puis... Des fois, ça connecte moins. Des fois, c'est vraiment purement des collègues. Souvent, moi, j'ai pas de mauvaise expérience, mais j'ai des expériences avec des gens que j'ai bien aimés sur le plateau. Puis après, ben, la vie continue. Puis on se dit qu'on va se revoir, puis ça arrive pas trop. Mais là, ça a pas fait ça, hein? Non, au contraire, même. Je pense que, tu sais, bon, ça a pris très peu de temps pour devenir très, très proche. Puis je pense que ça se traduit bien à l'écran. C'était important parce que vous avez une chimie que c'est ton personnage, le personnage d'Alain, qui finalement vient unir... Sa future femme et son cousin / frère. Oui, mais tu sais, je veux dire, ça aurait pu, il y a des histoires connues, tu sais, de personnes qui jouent un couple, d'acteurs, actrices qui jouent un couple, puis ils se sentaient pas, mais tu sais, bon, en tout cas, on n'aurait jamais vu, mais nous, ça a été tellement facile, les temps d'attente, les heures d'attente, où est-ce que, tu sais, caméra place, il pleut, il faut attendre, on était ensemble, on parlait, on se posait des questions, t'as-tu des frères et sœurs? Le temps passait vite. Ouais. On sentait pas qu'on était à la job, puis moi, je les aimais tellement, je suis comme, OK, là, c'est sûr, ils vont pas me texter après tout ça, puis non, ils continuent à me texter, on se répond encore. C'est la famille. Hassan, t'es plus, on te connaît plus comme humoriste en général. Est-ce que c'est une nouvelle porte de faire 100%. De l'acting? 100%. Toujours été dans mes rêves depuis que je suis petit et comme objectif, je me l'étais mis, mais moi, je suis installé et bâti en tant qu'humoriste et ça m'allait bien, j'étais content. Mais avec ce rôle-là et ce film-là, je vois comment je peux vraiment jumeler mon cerveau de comique et mes talents d'acteur pour faire des personnages un peu farfelus. Est-ce dur de s'en tenir au texte, toi qui n'as pas la langue dans ta poche? C'était vraiment dur parce que plein de fois, je comprenais qu'est-ce que Philippe voulait que le personnage y dise, mais moi je le dirais pas comme ça. Et Philippe est tellement ouvert d'esprit et brillant que il me donnait mon espace parce qu'il sentait que c'était nécessaire. Donc des fois il était d'accord avec moi, il me disait non c'est vrai tu peux y aller comme ça, c'est plus punché. Et j'aime ça suivre en tant que quelqu'un qui écrit mes propres textes, ça m'enlève une pression de suivre le texte qui est déjà écrit pour moi puis me concentrer sur mes émotions. J'ai vraiment aimé ça. Ah, c'est cool. Neil, sans offense, tu sors de où?
T'arrives là, tu tues l'écran, c'est malade, mais moi, je consomme vraiment plus du cinéma, je consomme pas beaucoup de télé. Là. J'ai vu que t'étais dans 30 vies puis une couple de trucs. Oui, il fut un temps, là, ça a été ma première audition. Mais ça fait plusieurs années que tu joues maintenant, quand même? J'ai commencé relativement tard pour ce qui est du métier de comédien, mais c'est que, bon, quand la pandémie est arrivée, moi, j'avais ce syndrome d'imposteur qui n'est pas encore guéri, évidemment. Là. Ça va peut-être s'empirer. Je sais pas. mais non, c'est arrivé, puis bon, j'avais des amis qui avaient des carrières qui allaient super bien, puis on s'entendait bien, puis j'avais toujours l'impression que j'avais ma place, mais j'avais besoin de me le prouver. Donc pendant la pandémie, j'ai fait mes auditions pour le Conservatoire d'art dramatique de Montréal, puis j'ai été accepté partout où j'ai appliqué. Et puis je me suis dit, bon, c'est la tape dans le dos qu'il me fallait, je vais pas y aller, mais tu sais, au moins ça me convainc. Puis là, j'ai parlé avec des amis, puis c'est que, mais non, mais ça serait ridicule de pas le faire. Donc je les ai écoutés, je l'ai fait, je suis tombé en amour avec le théâtre, puis je suis sorti l'an dernier, puis suite à ça, s'en est suivi, Mille secrets, mille dangers, qui était un rêve. Fait que c'est tout vert encore, t'es green, là. Complètement green, je viens de célébrer mon 1 an de graduation entre Mille secrets, Incendie, puis quelques autres projets. Ouais, c'est ça, tu joues dans la pièce Incendie. J'ai joué, c'est fini, c'est terminé maintenant, mais oui. Fait que, c'est moins longtemps à l'affiche des fois que le cinéma, là, à l'occasion. On a une tournée quand même de presque 3 mois à travers le Québec. Puis tu répétais en tournant, c'était très intense, ton automne dernier. On tournait de nuit une bonne partie du tournage, puis Neil allait répéter Incendie de jour. C'était genre l'acteur le plus occupé au Québec. On arrivait sur le plateau, Neil était là. On repartait, Neil était là. Ouais. Et comme dire, j'ai dormi dans ma loge. Ouais, mais j'avais pas tant de jours de tournage, c'est juste que je m'ennuyais tellement d'eux que j'étais comme ça sent encore comme eux autres sur le plateau. Fait que je restais. Oui, c'est ça. Tu peux aussi, peut-être en tournage, tu coupes ton appart, puis là, tu sauves sur tes frais de loyer, tu restes là. Exactement. Tu mets des muffins de craft ça, dans tes poches. Puis, les jujubes de craft, puis 2-3 bananes, c'était le fuel. C'est good, Puis, parenthèse, moi, je sais pas à quel point je veux parler de ma vie. Vas-y. J'ai déjà planté des arbres un été, puis comment ça fonctionne, c'est que t'es logé, nourri, mais pas le week-end. Le week-end, t'es logé, mais il n'y a plus de service de cantine là où j'étais. Mais on faisait ça, on se tachait genre des muffins, puis on se faisait un petit sandwich plus le vendredi, puis des trucs comme ça, puis là on faisait juste toffer là-dessus les 2 jours, genre un sac de pain, du beurre de pinot. C'est les meilleures anecdotes. Ouais, c'est ça. Elle était comme au fond du bois à Sainte-Terre en Abitibi, là. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de restos. Je sais pas si moi qui prête des mauvaises intentions, Rosemary, mais tu joues souvent dans des films plus nichés, genre, je sais pas si on va dire moins grand public. Est-ce que c'est quelque chose que tu vises avec ta carrière? Je pense à Peau à peau qui sort dans 2 semaines déjà. J'ai oublié Les Faux tatouages, premier film de Pascal Plante, des choses comme ça. Est-ce que c'est une visée de choisir des scénarios que t'aimes vraiment? Je sais pas, je compare à des acteurs qui sont juste dans des gros blockbusters québécois ou des trucs comme ça, tu sais. Même le film de Raymond Saint-Jean aussi, tu sais, c'est un angle plus c'est assez plus auteur, précis, même ça? si... Ouais. J'ai fait quand même La Cordonnière et La Bolduc qui avait une visée plus grand public, mais c'était pas du tout, je pense, le même type de film que celui-là. Je pense, même si c'est grand public, ça vise pas le même grand public, je pense. J'essaie de choisir mes projets, c'est sûr, puis en même temps... Tu sais, je partage entre 2 idées. Je pense qu'on se définit beaucoup comme acteur par les choix qu'on fait. Moi, les acteurs que j'admire, je les admire à cause de leur CV, puis parce qu'ils sont de très bons interprètes, mais aussi parce que je trouve qu'ils ont un parcours, une carrière vraiment le fun, dynamique, avec des bons choix, des personnages qui se ressemblent pas, je trouve qu'ils se réinventent et tout ça. Comme Adam Sandler, mettons. Oui, c'est ça. Je pensais plus à Norval. C'est vrai, bon exemple. Tomato. Mais aussi, je trouve que la carrière d'acteur au Québec, un peu partout dans le monde, c'est tellement précaire que je me sens pas à l'abri d'un moment donné, je sais pas quand, accepter un projet qui me tente moins. J'ai fait aussi certains projets dont je suis moins fière et que je pense qu'ils étaient moins de qualité. Fait que je suis partagée entre ces pôles-là par nécessité puis à cause de la précarité du métier, ouais. Mais as-tu atteint un statut dans ta carrière où tu es capable de dire non, puis tu sais que tu vas pas... tu vas être capable de payer ton épicerie quand même. Ça dépend des années. Ah ouais, OK. Puis c'est fou à quel point on sait. Moi, je trouve on sait tellement de dernière minute quand les rôles se confirment. Des fois, on n'a rien. Puis là, du jour au lendemain, tu sais que tu vas tourner tout le printemps. Bon, t'es good pour un bon 1 an grâce à ce nouveau tournage-là. Mais ça varie énormément selon les années. Là, je suis dans une année hyper tranquille. Puis l'année passée, j'enchaînais les trucs. Donc, les années se ressemblent pas. Puis c'est pas parce qu'on nous voit beaucoup à l'écran qu'on est en train de tourner beaucoup. Oui, c'est ça. Ça, c'est difficile, hein? Ouais, parce que ça vient vraiment plus tard. Des fois, des films qui ont été tournés il y a 2 ans ou quoi que ce soit. C'est ça. Ouais. Fait que le fait de rebondir d'un projet à l'autre peut être
vraiment long. Là. Ça peut être, comme tu dis, tu peux te retrouver 12-18 mois parce que là, tu as fait ton tournage, tu attends 1 an et demi avant que le film sorte en espérant que ta performance va résonner chez des réals, chez du bon. Ouais. Ah oui, c'est vrai, on veut elle, on veut lui dans notre prochain rôle. Ouais, mais on en parlait en plus tout récemment, puis tu sais, c'est pas juste une question de talent ou de te faire voir ou de raisonner avec les gens. C'est que des fois, tu sais, il n'y a pas le projet pour toi, puis des fois, tu peux perdre des rôles pour des trucs complètement anodins comme « Hey, écoute, le meilleur ami qu'on a casté, ben il a les cheveux bouclés, on n'en veut pas 2. » Mais sinon, on te l'aurait donné, puis tu fais « Ah, ben, cool! » Ouais, c'est ça. Ben, je vais bien dormir ce soir. C'est génial! Mais sinon, c'était toi. Ah, ben, ça me rassure. Sûrement, oui, c'est ça. Oui, puis des fois, les projets aussi, c'est ce qu'on se disait hier quand on jasait, mais les projets, des fois, prennent un temps avant d'avoir un effet. Quelqu'un peut te voir en audition, puis tu l'as pas sur le coup, mais 2 ans plus tard, le même producteur va repenser à toi pour te donner quelque chose d'autre. Fait que c'est ça, c'est un métier de patience, autant sur le plateau que quand on est dans l'attente du prochain, je pense. Ouais, peut-être qu'en ce moment, quelqu'un écrit quelque chose avec un de vous en tête, mais vous le savez pas, parce qu'il attend son final 2000 secrets, 2000 dangers. Oui, on la est suite, c'est ça. Ah, mais faut pas que la suite soit un divorce, là, ça serait en juste plus, trop mais ça terrible. serait vraiment le fun à jouer. Oui, mais j'aurais de la peine. Le divorce de Dodie. Oh, bro. Je suis en train de le vivre en ce moment. Si on revient un peu au film, dans le processus, il y a vos personnages, surtout les 2 gars, qu'on voit à 17 ans, ado, on vous voit fin vingtaine lors du mariage. Mais Alain et sa famille, ils existent dans la vraie vie. Puis ton personnage aussi, Virginie, j'imagine. Fait que est-ce que c'est plus difficile d'incarner des gens que vous savez qui existent, qui sont des vraies personnes? J'ai pas encore parlé à Alain et Philippe sur comment cette adaptation, cette déclinaison s'est faite de sa vie, là, mais vous savez. Toi, tu joues Alain, puis il est probablement Moi, sur le plateau. pour ma part, j'avais suivi le lead à Neil parce que moi, j'étais un peu stressé avec ce sujet au début, puis il m'a dit de faire confiance à Philippe. Puis Philippe voulait surtout pas que je lise le livre et que je rencontre le vrai Édouard pour pas que ça teinte comment je vais le jouer. Il nous a dit de faire confiance à la chimie qu'on a entre nous. Et Neil, j'allais l'appeler Alain. Il avait tellement fait d'études, il avait déjà lu le livre et il avait déjà fait beaucoup de pensées. Il avait même pratiqué le rire de Alain à un moment donné. Donc moi, je me suis fié sur la chimie que j'avais avec Neil. Puis en même temps, je me dis, un lien de cousin et de frère, moi en voyant ça à l'écran, je peux penser à 3-4 gars dans mes cousins que j'ai cette relation-là avec eux. Même si on n'est pas nécessairement proche du personnage, le fait d'avoir cette chimie, c'était enough, selon moi. Ouais, c'est ça. Il y a aussi ça dans l'écriture d'Alain, où est-ce que tous les personnages bons sont tirés de sa vie, c'est des personnes qui existent, mais peu importe qui lit le livre, peut trouver un cousin comme ça dans sa famille, un oncle, une tante, sa mère qui ressemble. Donc ça aide beaucoup. Puis pour ma part, moi, jouer Alain, ça a été... c'était très clair pour Philippe dès le début que il voulait pas que je fasse une imitation. Déjà que son film est une adaptation du roman, moi, il voulait que j'ai mon adaptation ou mon interprétation du personnage à ma sauce et non pas une imitation d'Alain. Personne aurait voulu que je fasse ça, copier-coller, mais il y a eu des très beaux moments, dont le mariage tourné à l'Oratoire, où est-ce que la vraie famille de Alain est venue comme figurant voir le mariage. C'est juste derrière nous. Ouais, on a des super belles photos avec Alain, moi, Rosemary, Virginie. La vraie. Ouais, c'était très touchant. C'est cool. Toi, Virginie, toi, Rosemary, pour Virginie, est-ce que tu avais rencontré Virginie? T'as-tu lu le livre ou quelque chose? J'avais lu le livre bien avant de savoir que j'allais faire le film, mais ouais, puis je l'ai relu avant l'audition. Puis non, j'avais posé la question à Alain, vas-tu venir sur le plateau? Mais il me disait, non, vous la rencontrerez dernier jour de tournage. Genre, il y avait quelque chose aussi où, comme Neil dit, on voulait s'approprier un petit peu cette autofiction-là. Puis il y a un côté tellement universel que c'était finalement assez facile à faire. Puis on était bien dirigés. Alain était beaucoup sur le plateau, mais juste par plaisir, pour nous aider, pour voir tout ça. Fait que c'était pas épeurant ou menaçant, finalement. Est-ce que vous, les gars, vous étiez sur le plateau quand il y avait les scènes avec les adolescents? T'sais? Avez-vous à comme connecter pour qu'il y ait une continuité dans le personnage ou le fait qu'il y a un saut de 10 ans, ça fonctionne? Non, mais il y a des trucs, mais c'est plus à l'inverse, où est-ce que les jeunes étaient peut-être un peu plus... serré un peu. Ouais, mais tu sais, eux sont beaucoup venus sur le plateau quand nous on tournait pour regarder, puis ça c'était leur décision, ils étaient pas obligés, c'était pas une demande de Philippe ou quoi que ce soit. Ils voulaient vraiment, puis moi, Peter Joe qui joue Alain 16 ans, il a travaillé très 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 fort, puis tu sais, je lui ai donné mon numéro, puis je lui ai dit n'hésite pas, écris-moi, parle-moi. Il y avait accès au rush aussi, fait qu'il voyait ce que j'avais fait dans la journée. Puis oui, on était constamment en contact quand il y avait des problèmes avec une scène, etc. Je l'ai même coaché par la suite pour d'autres auditions, mais on est resté proches. Je veux dire, c'est vraiment
un super type aussi, là, avec qui on a pu... Oui, on a passé la fin de semaine ensemble à Toronto. Puis puis c'était fun. C'était des beaux moments. Mais finalement, étiez-vous tout le temps en fou rire sur le plateau? Ça a l'air du Ouais, meilleur beaucoup. tournage du monde. La scène où est-ce que, par exemple, il se fait réveiller, là, c'était des fous rires pendant peut-être même un petit peu trop. La Marani, oui, mais ouais, moi, j'étais le seul qui riait pas parce que j'ai passé un après-midi à me faire frapper. Oui, c'est ça. La Fait Marani. qu'on Il y a juste Philippe qui criait. Non, plus fort, il est capable d'en prendre, là. Et Liam qui grimpe en arrière avec des rires aigus, là, non, c'était vraiment le fun. Puis on était toujours, il y avait énormément de scènes de groupes, de gros groupes. Fait que ça amène une énergie où toute cette gang-là on est en train de jouer un mariage avec son côté chaotique, mais heureux, joyeux. Donc on était contaminés un petit peu par l'énergie. C'est ça, c'était vraiment l'énergie. du mariage. Plateau et film, c'était à peu près la même énergie. Qu'est-ce qui fait que c'était quelles étaient les scènes les plus dures à tourner à ce moment-là? C'est-tu des scènes intimes d'émotion ou à l'inverse, c'est comme contrôler le chaos puis l'espèce de... En tant qu'acteur, folie? moi, je dirais plus les émotions. La scène de la sacristie, où est-ce que je le rassure, qui était vraiment celle, on peut se poser à l'audition, puis que Philippe me disait, c'est cette scène-là, tout est dans cette scène-là. Et il n'y a pas de charisme, il n'y a pas de blague, il n'y a pas de... C'est tout juste de l'émotion de deux frères, un qui rassure l'autre. Ouais, par des gestes aussi, beaucoup. Et là, surtout, c'est ça, ouais, exact. Et surtout, l'endroit, il est intimidant. C'est tout blanc, avec les crucifix, ça frappe un peu de spiritualité. Donc, pour moi, c'était ça le challenge avec les groupes. Moi, je suis le boss, Philippe, là-dessus. Hassan, arrête, Hassan, go. Vas-y, j'y vais. Non, le plus difficile, c'est juste de retrouver Hassan entre les prises. C'est ça, il partait de tout bord, C'est ça. C'est comme quand on le cherche au mariage, finalement. C'est vraiment tu savais à quel point il est connexion. proche du personnage. Tantôt, il avait perdu ses souliers dans une salle. On savait il était où, mais ça faisait vraiment penser à quand il perd les anneaux. Tu sais, c'est Puis facile qui se de faire des promène parallèles. du bas, ton personnage, J'ai failli. tout le long. J'ai failli. Mais ça, en plus, ça, c'est arrivé sur le plateau parce que les souliers me faisaient vraiment mal. Et Philippe a dit non, j'aime ça, on va garder ça comme ça. Cool. Ça doit être vraiment cool d'avoir comme une espèce d'improv de même qui finalement. Mais il y en a vraiment plein. Il y a plein de moments où est-ce que quelqu'un fait quelque chose à la blague ou entre deux scènes, il fait comme J'aime ça. OK, puis là, le soir à 10h, tu reçois un texto ou un email, c'est comme Hey, j'ai réécrit la scène, je te l'envoie là, mais j'ai une idée. Puis on se laissait aller par le flow, c'était jamais stressant, c'est juste on rajoute une couche, on verra ce qu'on garde, mais là, on est sur une lancée. Donc créativement, c'était super nourrissant. Toi qui as eu un peu plus d'expérience de tournage cinéma, ça arrive-tu à l'inverse? Justement, as-tu eu des, sans les nommer, là, mais des tournages qui sont super stricts, puis c'est... Ben, des y a fois, oui, mais... aucune limite au plaisir et à... Pas nécessairement de l'impro, mais à la suggestion, puis à... Oui, mais souvent, je trouve que c'est par manque de temps aussi qu'il y a ces espèces de contraintes-là de... Bon, on n'a pas vraiment le temps de repenser à cette scène-là qui marche peut-être pas parfaitement. On va pas chercher une réplique qui coulerait mieux. Il faut comme qu'on tourne, là. Ça m'est déjà arrivé, cette urgence-là, de tourner par manque de temps, puis ça, c'est par manque de budget, finalement. C'est des problèmes tristes quand ils arrivent. Là, on a eu la chance de faire des répétitions avant. On avait une scène, entre autres, ensemble, qui a finalement été un petit peu coupée au montage, mais on a presque réécrit avec Philippe, puis on y pensait chacun de notre côté le soir, puis le lendemain, on s'en reparlait. Donc, on avait cette chance-là d'avoir du temps, je pense, de l'espace, puis d'être aussi considéré créativement, ce qui n'est pas le cas de tous les réalisateurs et réalisatrices, mais oui, c'est une chance. On le voit comme un film sur un mariage, le mariage d'un personnage, puis qu'est-ce qui l'a mené à ça. Mais pour vous, vous pensez que c'est un film sur quoi, au final? Pensez-vous que c'est un film plus sur une espèce d'amitié inconditionnelle ou d'amour avec un grand A, là, l'amour fraternel, familial? Moi, je pense que c'est un film sur tout simplement l'anxiété. Aussi simple. C'est aussi très intéressant comme réponse. Parce que moi, je pensais vraiment que c'était un film sur la relation qui allait être entre moi et Alain. Et à la fin, je réalise que non, les zones floues et les zones grises ont été bouchées. Puis c'est vraiment juste un film anxieux de A à Z. Puis moi, c'est ça que j'ai tenu. J'ai senti l'anxiété en regardant le film. Si je devais résumer la vie avec vous, ce serait des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, des moments où non, mais c'est intéressant parce que c'est un film qui se passe autour d'un mariage, mais c'est surtout pas un film de mariage. Ça parle de famille, d'amour, d'amitié, de tout ça, d'anxiété. Pour moi, c'est surtout de faire la paix avec le passé puis de s'émanciper. C'est vraiment un affranchissement, un peu comme dans le roman, où c'est des étapes de la vie d'Alain, où il se rend compte que la seule chose qui est constante, c'est le passé qu'il traîne avec lui, malgré lui. Je veux dire, c'est la seule personne qui le force à rester cet enfant de 16 ans, anxieux, en colère. Tout le monde autour de lui l'aime, tout le monde veut l'aider, tout le monde fait des pieds et des mains pour l'aider, puis c'est la seule personne
qui ne se rend pas compte, Alain lui-même. Fait que je pense que c'est vraiment de laisser aller le passé et d'être clément avec soi-même. Oui, moi aussi, quand j'ai vu le film pour la première fois, moi, j'ai juste tourné dans la partie présent, donc j'ai tourné 15 jours en robe de mariée, puis mon expérience du plateau était vraiment focusée là-dessus, mais c'est vrai ce que Neil dit, j'ai comme senti tout le côté coming of age, récit initiatique, en voyant les 3 temporalités superposées de façon chaotique, puis cette espèce de chaos-là dans la forme, dans le montage, démontre bien comment on peut demeurer habité par des choses qui nous sont arrivées il y a très longtemps, par l'histoire de nos parents, par l'histoire de notre famille. On porte ça quelque part sur nos épaules, puis c'est beau comment le personnage d'Alain tente de se départir de tout ça la journée de son mariage. Ben, c'est des super paroles pour un super film. Merci beaucoup à Hassan, Neil et Rosemary, puis on invite tout le monde à aller voir 1000 secrets, 1000 dangers au cinéma. Merci, Jeff. Oui, merci. Merci beaucoup. C'est avec plaisir qu'on reçoit Philippe Falardeau et Alain Farah, les deux génies derrière 1000 secrets, 1000 dangers, si vous me permettez. Philippe, j'ai même pas compté, c'est quoi ton 9e long métrage. 9e. OK, quand même, pas plate. Non, c'est pas plate. Pour dire que c'est une tranche de vie. Ouais. À raison de, en moyenne, 2-3 ans par film. C'est sûr que ça fait avancer le temps. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même un bon rythme au Québec. En tout cas, faire un film aux 3 ans. Oui, puis j'ai réussi à insérer là-dedans une série documentaire puis une série fiction. J'étais assez content. Mais c'est ça que ça prend quand on veut écrire et réaliser. Si je faisais juste réaliser, peut-être qu'il y aurait plus de films. Ridley Scott, mettons, là, qui tourne aux Willie 11 Allen mois. qui scénarisait et réalisait un par année. Ça, c'est pas mon rythme. Oui, c'est ça. Et je sais pas par où commencer exactement. Premièrement, bravo pour le film. Merci. Messieurs, je pense que Alain, tu as une bonne partie du crédit du film, même si t'es pas réalisateur. C'est quand même... Je n'irais pas jusqu'à dire ça, mais ce qui est sûr, c'est Allez, que... lâche-toi. Hein? Dis tout. Ouais. Moi, ce que j'aime penser, c'est qu'il y a aussi une partie de ce mariage-là qui était la rencontre entre Phil puis moi. Déjà, juste avant qu'on enregistre, il y avait une bonne camaraderie là, qui a l'air de pas être juste professionnelle. Là, mais Qui est organique. c'est ça. Et trop organique. Ouais, on partage nos médicaments. Ouais. Mais la Non, petite ça a histoire, cliqué tout de suite ouais. dès qu'on s'est rencontrés au pitch. Hein. Ouais, c'est ça. C'est la petite histoire, c'est que nous, on avait été quand même assez sollicités, le Cartanier et moi, quand le roman est sorti. Et puis, dans ce temps-là, ce que les agents qui gèrent les ayants droit, tout ça font, c'est qu'ils font justement des espèces de journées de pitch. Puis nous, on avait comme une journée de pitch, puis on avait... Excuse-moi, c'était sûr qu'il allait avoir un film avec ça, genre? Non, c'est-à-dire il y avait eu de... beaucoup d'intérêt dans les Ok. premières semaines. Donc, ce que tu fais, c'est que tu rassembles, dans le fond, tous les gens qui sont intéressés, puis tu les rencontres, mettons, dans la même journée pour que ce soit plus simple et tout. Puis nous, on est comme arrivé au terme de cette journée-là, puis on avait eu l'impression qu'on n'avait pas entendu ce qu'on voulait entendre sur le pitch du film. Puis tu l'as vécu live, parce que, rappelle-toi comment ça s'est passé, t'as dit un mot-clé, puis... Ouais. Moi, j'arrive un peu appréhensif parce que quand j'ai communiqué avec lui, il dit il faudrait que ça se fasse prochainement, les pitchs s'en viennent. Et puis au moment où il me disait, j'avais même pas fini le dernier chapitre. Puis normalement, je lis un livre 2 fois, je prends des notes avant de faire un pitch. J'arrive préparé et mon producteur me dit écoute, vas-y, c'est toi le pitch, c'est pas nécessairement ton pitch, c'est toi le pitch. J'ai dit vraiment, OK, on va y aller. Je me suis préparé, j'ai quand même relu le roman une deuxième fois, c'est 500 pages. Et je me suis lancé dans une approche et à un moment donné, je me suis arrêté et j'ai juste dit, écoutez, je vais être très franc avec vous, ce dont j'ai envie de faire, c'est un film personnel. Ce qui peut être paradoxal quand tu parles d'un livre qui est de l'autofiction, qui est basé, qui est très personnel et qui est basé sur sa vie. Et je pense que c'est ton éditeur qui a arrêté le meeting de manière très solennelle pour dire... On vient d'entendre la phrase clé pour nous et qu'on attendait, c'est-à-dire un film personnel. Vous pouvez passer au 2e niveau exact. maintenant. Maintenant, combien? Mais ça va plus loin que ça, parce que sur cette question-là de la paternité, tout ça, il y a eu des discussions en amont. Et puis, je suis content d'avoir trouvé cette formule-là en disant, Phil, fais ce que tu veux. Ma seule condition, je connais ton œuvre. Là, tu as rencontré la mienne. Fait qu'on échange une œuvre pour une œuvre. Et donc, propose-moi quelque chose qui vient justement... Puis tu avais fait référence aussi à Léon, puis à C'est pas moi, je le jure, en disant, c'est un peu comme si Léon, 20 ans plus tard, se mariait. Donc, il y a quelque chose comme ça où je sentais que j'avais devant moi un artiste qui avait une cohérence dans sa démarche. C'est quelque chose qui est très important pour
pour moi, mes premiers livres parlent déjà de choses dont je parle dans Mille secrets, mille dangers. Cette espèce de cohérence-là, de rencontre, a fait en sorte qu'on a vite su qu'on parlait un peu la même langue, là. Il y avait aussi dans ce... Bon, je parlais quand même de certaines choses qui étaient importantes pour moi, c'est-à-dire de garder une certaine forme d'autodérision pour parler de trucs plus sérieux comme l'anxiété ou la colère, ou de pas en faire un film de mariage, de pas en faire une comédie de mariage. Ça peut être une comédie, mais de pas en faire un film patenté de mariage. Ça se passe pendant un mariage. C'est ça, c'est pas My Big Fat Greek Wedding, c'est ça? Et c'est pas non plus Bridesmaid, que j'ai beaucoup aimé. Oui. Donc, il y avait un certain nombre de trucs que je savais a priori, mais après ça, c'est un long parcours. Oh, l'autre chose aussi qui faisait partie du pitch, c'est, j'ai envie de co-scénariser ça avec Alain. Pour toutes sortes de raisons. D'abord, j'arrivais à un certain niveau de fatigue comme scénariste tout seul. Deuxièmement, c'était quand même un canevas que je connaissais pas intimement, c'est-à-dire de grandir dans Ville-Saint-Laurent, de parents d'immigrants. Je suis quelqu'un d'informé qui s'est toujours intéressé à l'immigration, aux réfugiés, tout ça, mais c'était pas ma réalité. Donc, j'avais envie qu'il y ait quelqu'un qui sache de quoi il parle au scénario, mais pas juste ça, c'est d'aller puiser aussi dans tout ce qui peut apparaître entre les lignes dans un roman puis qui n'est pas nécessairement matérialisé pour toutes sortes de raisons. Et j'avais envie qu'on discute d'abord des thèmes, des sujets, avant de se lancer dans l'écriture à proprement parler. Je jump un peu dans le temps. Alain, ça a été c'est encore, et ça va poursuivre l'énorme succès du livre. Dans le fond, ça a été un énorme succès, c'est rendu un film, le film va repropulser le livre et tout. Est-ce que là, il y a une peur d'écrire un prochain livre puis de dire c'est sûr que ça sera jamais aussi apprécié que celui-là? Je me rappelle, on était déjà, dans le fond, tout ce dont on te parle si on veut, d'étapes préliminaires à se donner les conditions pour pouvoir se mettre au travail tous les deux. On est à la fin, mettons, 21, début 22, puis tout ça. Puis à partir d'avril 22, on a vraiment commencé à travailler, là, puis à se texter tous les jours, là. Puis en novembre de cette année-là, le Mille secrets, mille dangers a gagné le gouverneur général. Mm-hmm. Et puis, je me rappelle de Philippe qui me disait « Ah, là, t'es pris, là t'es pogné, là, tu sais. » Puis moi, j'avais suivi beaucoup la ride, tout son travail, parce que, l'année où le quartier latin ouvert et tout ça, c'est là que moi, j'ai rencontré la moitié gauche et tout ça, mais et donc de voir la trajectoire jusqu'à évidemment le fait du point de vue de la notoriété, Monsieur Lazare, les Oscars et tout ça, et donc ça m'intéressait ça aussi de discuter de qu'est-ce qu'on fait justement après des aventures comme ça qui sont plébiscitées beaucoup. Et puis mon intuition, ça a toujours été que dans le fond il faut essayer de, évidemment on n'est pas des machines là, mais d'essayer de pas trop penser à ce qui va plaire ou ce qui va pas plaire et tout ça. Tu sais, juste d'essayer de dire c'est où que je suis rendu. Puis moi, chaque aventure de création, c'est comme si elle nourrit aussi la prochaine. Et puis la différence de cette aventure-là de création, aussi bien de Mille secrets, le roman, qu'ensuite tout ce qu'on a vécu à travers le film, ça a été une aventure de rencontre. Et de rencontrer des gens pour le faire, de rencontrer des gens pour vivre la création de cette œuvre-là. Et puis ensuite, de voir, je l'ai vécu avec le livre, là on s'apprête à le vivre pour le film, de voir que les gens vont à la rencontre de l'œuvre, tu sais, qui sont émus par l'œuvre. Et ça, c'est ça la partie que je trouve la plus difficile en imaginant la suite des choses, c'est je ne pourrais plus jamais me contenter d'un livre qui n'invite pas les gens à la rencontre. Et ça me fait peur parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut prévoir. Oui. Fait que... On n'a pas de contrôle là-dessus. Ouais. Comme on n'a pas de contrôle quand on fait un enfant sur son cheminement, pas de contrôle ultime sur ses goûts, sur ses aspirations. Fait qu'on arrive à un point de relâchement, puis c'est pas ça qui... Mon problème dans les dernières années a été de tourner des films, réaliser des films en ne pensant pas trop aux résultats. Et j'étais esclave de l'appréhension du résultat et comment... Alors que... C'était ce que la tâche exigeait ou c'était ton mindset qui était C'est le mindset qui était malsain, en fait. Et j'ai pas de contrôle sur comment les gens vont recevoir. Donc, ça sert à rien d'essayer de deviner. Et de toute façon, si tu essaies de faire ça, t'es pas dans ce que toi, t'as à exprimer. Ouais. Alors, il faut d'abord que tu commences par ça. Cela dit, et j'ai toujours eu la conscience assez
aigu de dire je pratique quand même un art qui est pas de l'ordre d'acheter des canevas puis des pinceaux puis de la peinture. Ça coûte des millions de dollars. Je peux pas arriver avec une attitude complètement désinvolte de l'artiste qui dit moi je crée et le reste on verra. Ouais. Ça peut pas. Ça on reste essaye ça, on verra. Ouais. Ça reste une œuvre de communication, un film, un roman aussi d'ailleurs, quoi qu'il peut y avoir des œuvres plus expérimentales, mais à ce moment-là, on a moins de moyens. Mais on ne peut pas être complètement désinvolte. Il faut quand même penser qu'il y a quelqu'un au bout de ça qui va recevoir ça. Et donc, il y a un type de générosité à avoir. Puis ça rejoint peut-être aussi ce que tu dis, dans aller à la rencontre de l'autre avec de l'œuvre. C'est que des fois, il y a des choix de générosité. Dans le film ici, moi, j'aurais souhaité, au début des débuts, une fin plus sombre et plus malheureuse. Et à un moment donné, tu construis le film, puis tu arrives en salle de montage, puis tu vois que le film a un ADN qui est propre. Comme un enfant qui a une personnalité qui est propre, qui n'est pas nécessairement celle que tu avais anticipée. Et là, si tu dis, ouais, mais je vais quand même finir le film de manière sombre, là, tu fais une erreur parce que tu vas à l'encontre du grain du film. Et c'est pas de te rendre service, et c'est de faire, en fait, le contraire que ce que tu es en train de bâtir depuis toujours. Alors, ça, j'ai appris à dire, OK, une étape à la fois, puis le film va éventuellement me guider. J'avais entendu qu'il y avait un film en scénario, il y a une version du film en tournage, puis il y a une version du film au montage, finalement. Genre, okay. Je dirais que je rajouterais là-dedans, il y a une version du film une fois que le scénario est fini, mais les 6 semaines de préparation, il y a des nouvelles scènes qui arrivent qu'on n'avait pas parce qu'on découvre des lieux de tournage. T'as vu le film? Oui. Bon, la scène exutoire où les choses un peu s'envolent dans le ciel n'existait pas dans le scénario. Je l'ai rajouté à quelques semaines du tournage en visitant ces lieux-là. Puis après ça, il y a une autre écriture, l'écriture énorme, et spécialement dans 1000 secrets, du montage structurel, émotive, narrative, et au mix. On se rend pas compte à quel point décider quel son va à l'avant-plan, qu'est-ce qu'on entend d'abord, dans quelles circonstances, va donner une autre compréhension à la fois juste normative du film, mais émotive du film. Ouais. Et un mix peut décider aussi d'une orientation. Donc, il y a carrément une 5e écriture qui se fait au mix. Mais tu vois, ce dont il parle, ça, pour moi, ça a été un grand enseignement. Parmi les nombreux enseignements, parce que moi, je suis arrivé là un peu candidement en disant, Philippe, ben oui, t'as envie qu'on coécrive, ça tombe bien, parce que moi, j'ai vraiment envie d'écrire du scénario, puis je me suis toujours senti plus ou moins autorisé à le faire parce qu'on dit toujours que c'est une forme en soi et tout ça, et c'est une forme en soi, mais d'arriver là, à ce moment-là de ma trajectoire, puis dans la conversation que j'avais avec Philippe, j'ai vu aussi à quel point on peut, si on fait pas attention, tomber dans... C'est toujours quand tu me disais ça, t'intellectualises trop, des choses comme ça, tu sais, mais mon côté justement plus formaliste, mon côté plus littéraire, prenait pas la mesure du risque que c'était, par exemple, d'écrire Intérieur Nuit ou du risque donc, il y a eu tout ça... Extérieur Nuit, pluie. Ouais, exact. Bon, ben, on va leur couper d'autres scènes si on fait ça. Là. Exact. Il y a quelque chose de le fun, mais je te dirais que la drive générale était démocratique, égalitaire. Tu sais, l'envie de rassembler. Et ça me fait voir les films différemment maintenant. Parce que c'est vrai qu'on a eu des choix. Puis c'est vrai que même dans les assemblages, en approchant du mix et tout ça, on était comme tel truc. Ah, ça c'est tel film, puis ça c'est un autre tel film. Quel film on veut faire? Puis qu'il y ait eu un espace pour qu'on discute de ça. Pour moi, ça me prouve aussi que l'écriture, c'est vraiment un work in progress infini, même quand tu as toutes les cartes dans tes mains. Là. Puis, ben justement, en parlant d'écriture continue, le choix des comédiens, est-ce que ça a été un long processus? Ou si l'idée, puis double question, l'idée qu'il y a un comédien, ultimement Neil, qui joue un Alain, qui est celui du scénario, qui découle du livre, qui découle de toi réellement, à un moment donné, t'as pas le choix de faire un recul, que c'est plus toi, on cherche pas à faire, c'est pas un documentaire qu'on fait comme film non plus. Ouais, ben on niaisait souvent en disant que, je veux dire, ça serait le pire biopic de l'histoire du monde de faire un biopic sur un pauvre Alain Farah. Là, Alain n'est pas Kurt Cobain. Ouais, exact. Tu sais, même pas encore. Ouais, non, mais jeune, j'aurais bien voulu, mais tu sais, les gens réalisent pas
que le travail d'autofiction, c'est un travail de distanciation infinie. Tu as besoin de dire, OK, je vais prendre c'est la vieille phrase de Montaigne, je suis moi-même la matière de mon livre. De prendre cette matière-là, puis dire, je vais laisser de côté ma vie pour essayer de voir qu'est-ce qui est la vie là-dedans. Et ça, ben, c'est une marge de manœuvre incroyable. Et puis nous, ce qu'on a fait, moi j'ai senti que c'était de la vraie, comment je pourrais dire, de l'espèce de sorcellerie, c'est que là, d'un coup, on utilisait ce support-là, qui bien qu'il s'appelle Alain Farah, tu sais, comme faisait... Il y a encore récemment, la blonde de Phil disait « Je reconnais les mimiques de Philippe », tu sais. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient juste une surface sur laquelle on peut projeter toutes sortes d'affaires qu'on a vécu, qu'on a entendu les autres vivre et tout ça, puis ça devient ce qu'on appelle un personnage. Après ça, il y a des considérations plus, je dirais pas techniques, mais artistiques, de l'ordre de « je dois créer une famille cohérente ». On doit croire que c'est des enfants d'immigrants. Ils doivent avoir un accent québécois, parce qu'on parle bien de deuxième génération. Les parents doivent avoir un accent. Idéalement, la majorité des gens devraient être libanais si on veut être cohérent. Sinon, arabophone. Alors là, rentre tout un ensemble de contraintes qui limitent le nombre de gens que tu peux effectivement voir. Il n'y aura peut-être pas Claude Legault dans le film. Là. Non, c'est ça, exactement. Puis ça, c'est cohérent, puis c'est valable, puis ça a été valable aussi dans tous mes films. Et puis après ça, ben, c'est un arrimage. Moi, j'ai pris beaucoup de temps avant de dire « OK, ça va être Neil ». Puis aujourd'hui, je regarde le film, je me dis, mais pourquoi j'ai pris autant de temps avant de le choisir? Mais c'est normal. It's a process, comme ils disent en chinois. C'est vrai que Mitsu a acheté une église qui a transformé en spa. Après le film, je cherchais ça. J'ai comme pas trop trouvé, mais... Ben, c'est une légende dans ma communauté parce que c'est l'église, justement, qui s'appelle Saint-Sauveur, qui était une église au coin de Vigée et puis Saint-Denis, je pense, qui aujourd'hui est un hôpital, mais dont on a gardé, justement, le clocher. Puis il paraît que c'est ça. Alors... Je crois que Mitsu, dans le fond, est au courant de cette référence-là. Donc, il faudra vérifier avec elle. Mais le pire, c'est qu'après ça, il y a eu le problème de la traduction dans les sous-titres anglais. Mitsu, à Toronto ou bien en Allemagne, elle n'est pas connue. Alors, dans le sous-titre, on a dit « Céline Pot the Church ». Fait que là, c'est rendu un vrai ragot. Là. Ouais, exact. Ça va devenir Taylor Swift. Oui, c'est ça. Ouais, l'idée de culte aussi devient bonne à ce moment-là. T'es-tu un fan de jeux vidéo, Alain? Absolument. Oui, c'est ça. Il y a une grosse présence dans le film. Puis c'est plus rare, on dirait qu'on parle d'adultes qui jouent encore à des jeux vidéo. Puis je me dis, ça t'a-tu suivi? Oui. Puis c'est vraiment pas Mille secrets le livre où j'exploite le plus ça. C'est-à-dire que c'est... là, je rentre, il y a beaucoup de geekness dans le roman par rapport à ça, à ce que ça veut dire de s'acheter une cartouche 5 screws versus tel truc, puis tel machin, puis tout ça. Mais c'est plutôt dans mon roman précédent qui s'appelle Pourquoi Bologne que c'est vraiment construit comme justement un genre de platformer où tu avances d'un niveau à l'autre jusqu'au Big Boss. Là. Mais on avait eu envie de faire référence à ça dans Mille secrets, Mille dangers, dans le film, avec des super belles discussions qu'on avait avec Andréline Beauparlant, qui était notre conceptrice artistique, où là vraiment on a passé beaucoup de temps à checker, regarder, choisir les consoles, ça. Puis de ce point de vue-là, Phil était trop drôle parce que c'est ton affaire, ça, débrouille-toi avec ça, tu sais. Mais si tu regardes bien... On avait des scènes où les adultes aussi, la version adulte d'Alain et Édouard Jouet, qu'on a finalement coupé avant de tourner, mais c'était important de les voir jeunes se souder autour de cette... Et là, après ça, une idée mène à une autre. Ça m'a permis de visualiser les intestins. Parce que je me posais beaucoup la question dans le scénario. Je voulais aller dans cette espèce de voyage intestinal que les gens ont déjà vu peut-être s'ils ont fait des coloscopies. Les chanceux. Les chanceux. Nous, on a notre carte d'abonnement. Ouais, c'est ça. Et là, tout d'un coup, ça nous est arrivé en montage. J'ai dit, c'est là qu'il va apparaître l'intestin. C'est dans la télé, dans cette espèce d'esthétique un peu bizarre. Et ça devenait plus digestible, disons-le comme ça, pour le spectateur, dans le fond. Et même un peu humoristique quand on voit la fille, en fait, après ça, apparaître dans l'intestin. Mais alors, c'est ça la création d'un film. Hein? Je veux dire, il y a plein d'idées au scénario qui finissent par être abandonnées. Mais c'est pas qu'ils sont abandonnés, ils se transforment. Mais le fait que c'est un film où le montage est tellement important pour
vraiment valider ces back and forth-là dans le temps, ces allers-retours-là. Est-ce que c'est tout pré-réfléchi, puis tu le sais absolument, où il y a beaucoup de on filme du vieux, on filme du nouveau, puis on arrangera ça au montage? Non, alors ça, j'ai appris ça dès la moitié gauche du frigo. La flexibilité au montage n'est possible que s'il y a une rigueur absolue dans la structure au scénario. OK. Cela dit, et d'expérience aussi, tu vas monter cette rigueur-là et là, tu te rends compte, ça marche pas. Mais parce que tu es rigoureux dans les références et dans les sauts dans le temps et dans les points de repère du spectateur. Ce qui donne au monteur la possibilité de changer les choses de place. Et effectivement, on a essayé plusieurs structures pour revenir à une structure pas mal proche de la première, mais avec 1 ou 2 bons changements qui nous avaient échappé quand le film était de l'ordre de la littérature. Et là, quand ça devient de l'ordre de l'audiovisuel, le film te dit, c'est pas la bonne structure, trouve-la, et on l'a trouvé. J'ai un bon exemple pour ça. C'est une phrase souvent à laquelle on revenait parce que justement dans la logique traditionnelle, dans le fond, le flashback, c'est de l'exposition. C'est vraiment le backstory, ça explique et tout ça. Puis ça nous fatiguait. Puis on se renvoyait toujours une phrase en leitmotiv de oui, c'est bien beau que le passé explose dans le présent, mais qu'est-ce qui se passe quand le présent explose dans le passé? Et puis c'était une conversation ongoing, mais qui s'était jamais matérialisée, par exemple, sur une ligne de scénario qui dit Neil adulte apparaît dans la scène, mettons, d'enfance. Puis plus le film avançait, plus on se demandait, tu te rappelles, en plus Neil avait été même rappé, hein, de se dire, faudrait qu'on le ramène, faut qu'on le ramène sur le set des enfants, puis tout ça, parce que gardons ça dans notre poche, tu sais. Puis moi, je trouve que c'est les 2-3 moments, parce qu'il y a des effets de montage, c'est-à-dire moi, un des moments qui m'émule le plus, c'est quand on voit dans les scènes d'enfance Alain qui serre la main de Virginie, tu sais, comme... Oui. Mais ça, c'est pas une explosion pure, là, mais c'est quand tout d'un coup, c'est Neil qui rentre dans l'appartement ou c'est Neil qui tient la brique pour menacer Badreddin. Là, pour moi, j'ai vraiment une expérience. C'est contre-intuitif parce qu'on se dit le présent peut pas expliquer le passé. Et pourquoi pas? Ouais. Et d'arriver, puis c'est quand même assez audacieux, là, de dire on fait un film, puis au bout de 30 minutes, boum, on part dans le passé pour un petit bout. Mais ça veut dire que... Sans trop nous prévenir. Là. Sans prévenir, tu droppes une bombe, c'est un pivot dramatique. Et là, je sais que le spectateur fait « Oh, really? J'ai-tu vraiment envie de ça? » Je le sais que le spectateur va se dire ça. Moi, comme spectateur, je me dirais ça. Puis là, après, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que le présent instruit le passé. Ce qui est paradoxal, ce qui est impossible, littéralement, mais parce qu'on a vécu le présent de l'histoire pendant un certain temps et que là, on part dans le passé, il y a plein de choses du présent qui est en train d'instruire ce qu'on voit dans le passé. Et donc, ça, je suis vraiment content qu'on a continué d'être à l'affût de ça et effectivement de dire à la production « Hey, j'aimerais ça ramener Neil Elias pour certaines scènes. Il n'est pas scénarisé là, dans celle-là, mais on va le mettre dans son Texadeo puis on va faire un plan de lui dans la maison familiale quand il avait 17 ans. » Est-ce que, en tant que cinéaste professionnel, c'est ce genre de défi-là qui te drive justement? De dire, ce projet-là, il va avoir une complexité de plus, c'est un nouveau défi professionnel finalement? Non, ben là, je dis toujours, là, le prochain, il y aura 3 locations, 4 comédiens. Et je me mens moi-même quand je dis ça, mais je dirais que je suis à l'aise dans ces défis-là. J'aime la structure, j'aime jouer avec la structure. J'aime trouver une forme. S'il y a une chose dont je suis fier par rapport à mes 9 longs métrages, c'est que formellement, il n'y en a pas un qui se ressemble. Je n'ai jamais fait le même film. Il y a des thématiques et un type d'humour qui reviennent, je pense. Mais c'est jamais le même film, formellement. Ça, c'est 1. 2, je subordonne toujours la forme au fond. C'est-à-dire que je ne choisis pas une forme parce qu'elle est belle, parce qu'elle est esthétiquement intéressante ou parce qu'elle est cool. Quelle est la meilleure forme pour raconter cette histoire-là? Pourquoi j'utilise le format 4:3 dans le film? Parce qu'au présent, c'est un présent qui est aliénant. C'est un présent qui cache des choses du passé. C'est un présent claustrophobe. C'est un présent où les choses ne sont pas ouvertes. Le passé, on ne cache rien. On montre ce qui s'est passé. C'est un présent ouvert. C'est un présent plus large, plus... Bon. Évidemment, c'est une idée intellectuelle et je ne demande pas aux spectateurs de se rendre compte de ça, mais il y a quelque chose qui reste de coinçant dans le format 4:3
qui se libère aussi après le point culminant du film. Il y a cette idée-là, mais il y a plein d'autres idées comme ça qui rentrent en ligne de compte. Pour ce qui est des défis, honnêtement, j'aimerais ça des fois quelque chose de plus simple, mais je pense que ça n'existe pas. Je pense que ça n'existe jamais. Parce que de se dire, je vais tourner un huis clos entre 3 personnages, bonne au bout de la défi, 10e journée de ouais. tournage, là, tu vas voir que c'est tough. My Dinner with André de Louis Malle, c'est une conversation entre 2 chums dans un restaurant de New York. C'est un classique. Et Louis Malle en parle dans son autobiographie. C'est le film qui lui a demandé le plus de préparation. OK. Ouais. Parce que tu veux pas avoir l'impression d'avoir mis une caméra là, puis une caméra là, puis d'avoir filmé une conversation. Il y a un build-up. Ouais, ça s'appelle un podcast, sinon. Moi, même les podcasts, que j'imagine, il y a du montage. On verra. En terminant, j'avais posé la question aux comédiens tantôt. Si c'est pas un film de mariage, c'est un film de quoi? Est-ce que c'est un film sur l'anxiété, sur une espèce de... sur le pardon à soi-même, sur... Moi, je dirais que c'est pas un film de mariage, mais que tu t'en allais dans les bonnes directions et que toutes ces réponses-là qui suivraient sont les bonnes. OK. Puis justement, peut-être que ce qui est intéressant, puis qui fait de 1000 secrets, 1000 dangers un film de mariage, c'est que c'est toutes ces choses-là aussi un mariage. C'est-à-dire que c'est un moment où on est dans un rite de passage, c'est un moment où justement on est exposé à l'histoire de notre famille, où on doit peut-être pardonner certaines choses, se pardonner certaines choses. Donc j'ai comme l'impression que c'est toutes ces réponses-là en même temps, mais à voir. Hein. C'est aux spectateurs puis aux spectatrices de juger. Ouais, je voudrais pas... c'est sûr que dans des entrevues courtes, on va nous demander « Ça parle de quoi? » Ben, la réponse facile, qui est pas fausse, ça parle d'anxiété. Mm-hmm. Ça vient d'où? Ça surgit quand? Ça parle de quoi? Bon, après ça... Ça peut pas être la tagline du film. Non, puis je veux dire, il y a des gens qui vont être touchés et émus pour d'autres raisons, mais je pense que ça va toujours être en lien à des moments charnières dans notre vie où il y a quelque chose qui bascule parce qu'on prend conscience de quelque chose. Et là-dessus, moi, quand j'ai lu le livre, je pensais que ça parlait de quelque chose. Quand j'ai écrit, je pensais que ça parlait de quelque chose. Quand j'ai tourné, je pensais que ça... Quand j'ai fini de monter, je pensais... Et là, récemment, moi, je vois un film sur la culpabilité qu'on peut créer, qu'on peut se faire, qui peut émerger de l'enfance et rester pris à se transformer, à devenir de la colère, de l'agressivité et de l'anxiété généralisée sans jamais savoir ça vient d'où. Mais ça, c'est mon interprétation à moi et peut-être coller plus sur ma vie à moi. Mais au final... de dire que c'est un rite de passage, on se trompe pas. Mm-hmm. Ben, moi, je vais pas faire mon têteux, mais c'est un peu ça, ce que tu as dit, que j'ai ressenti. Mais ce qui est bien, c'est que c'était pas mon appréhension du film. Je pensais pas que le film m'amènerait là, puis à un certain moment, il m'a transporté là-dedans, à moi aussi repenser à des niaiseries qu'on a faites, puis qu'on pensait avoir oublié, mais que t'as pas nécessairement oublié, puis que des fois, ça peut te revenir au visage 15 ans plus tard, puis tu sais. Fait que... Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, vraiment pas, mais ça me touche que tu me dises ça. Puis il y a plus en plus de gens qui nous parlent de leur propre cheminement après avoir vu le film. Et je pense que c'est pour ça que le livre a été un énorme succès. Puis je me souviens d'Alain qui m'a parlé à un moment donné d'une lectrice qui m'a dit « Vous parlez de la souffrance invisible. Parce qu'il y a des maladies qui sont visibles et qui sont, tu sais... mais il y a toutes sortes de niveaux de souffrance invisible. Et comment tu filmes l'invisible? Et ça a été, moi, mon pire casse-tête, honnêtement, dans la préparation du film. Comment tu filmes ça? L'anxiété. Oui. Tu peux bien dire à quelqu'un, OK, regarde-toi devant le miroir, aie l'air anxieux, puis regarde tes anaxes, puis demande-toi si tu vas prendre une pilule. Tu peux faire ça une fois, pas deux. La deuxième fois, il faut que ça soit fait différemment, puis après ça, il faut que tu trouves autre chose. Fait que, comment tu filmes quelque chose d'aussi personnel et abstrait que l'anxiété? Parce que le spectateur peut bien se dire, hey, c'est correct, là, il est sur le gros nerf, mais je m'en calisse, moi, là tu sais. Prends-toi. Comment tu fais pour que le spectateur ne dise pas
prends toi. Ouais, là. c'est ça. Mais tu sais comment tu le fais aussi, puis ça, on en a parlé à Toronto en fin de semaine, c'est que tu le fais aussi en plaçant le spectateur dans une situation d'inconfort. Puis cet inconfort-là, il vient de cette première heure-là où on sait pas trop qu'est-ce que ça va être, ce film-là. Donc, moi, je trouvais ça aussi intéressant de laisser la spectatrice puis le spectateur sur le bout de sa chaise dans un état un peu de vigilance puis d'appréhension. Ouais, puis que, là, on va finir par finir, mais que aussi le personnage d'Alain, au début, dit bon, ben ça va être mon héros. C'est lui que je vais suivre. Le film commence, je le suis, c'est sûr, c'est le héros, il va être parfait. Puis tu réalises que, non, OK, il y a des travers, mais il faut que tu le gardes attachant. Mais là, c'est tous les secrets du métier. Là, Moi, mon héros, c'est l'Alain de 17 ans. Donc, quoi, tu dis, excuse? Le héros, pour moi, le personnage principal, pour moi, c'est curieux de dire ça, mais c'est Alain de 17 ans. Okay. Parce qu'à 30 ans, il est encore possédé par le Alain de 17 ans jusqu'à temps qu'il tombe d'un pomme. Et c'est là que le Alain de 30 ans émerge. C'est là que l'homme émerge pour la première fois. Avant ça, c'est l'histoire d'Alain de 17 ans, même à 30 ans. Mais ça, j'ai vu ça la semaine passée. C'est fou comme un film, tu te dis, OK, puis là tu finis par te faire croire que, ouais, ben dans le fond, c'était dans mon inconscient, j'ai créé ça comme ça. Mais... Puis là, ce soir, premier au festival, est-ce que tu écoutes le film ou là, c'est assez... Non, mais mon Dieu, il faut que je repose ma voix, mais non, j'aimerais ça, voir la réaction des gens ici. Je suis toujours là, systématiquement, les 10 premières minutes, les 20 dernières minutes, mais là, je vais peut-être rester au complet, ouais. Toi, Alain, tu supportes moi, encore? Tu peux être sûr que je vais être là les 120 minutes parce que c'est ça, on dirait étrange de voir à quel point sur écran le film est le même, puis dans le contexte il est différent, puis on l'a vécu à Toronto en fin de semaine où il y a eu des gens qui se sont esclaffés à la phrase la plus random au monde. On s'est demandé s'il n'y avait pas un bug avec les sous-titres ou je sais pas quoi. Ouais. Donc, c'est de chaque ce point salle de vue-là. Chaque salle a sa vibe. Fait que... C'était-tu une grosse salle, Tiff? C'était-tu comme un 400, 500? C'était 400, pas loin de 450 la première et 300 la deuxième. OK, c'est pas plate. Ouais. Non, bon, c'est pas plate. merci beaucoup, merci à toi. Philippe, Alain. On souhaite tout le monde, on encourage tout le monde à aller voir 1000 secrets, 1000 dangers au cinéma. Merci.